Je sais, parmi vous, il y a sûrement des personnes qui regrettent que la France ait perdu le Canada, qui souhaiteraient retrouver cette terre promise, cette terre fourvoyée en quelque sorte. Alors, parmi tous ces territoires perdus par la France, reste un petit bastion d'irréductibles gaulois, on peut le dire, puisque c'est des individus qui viennent de Bretagne, de Normandie et même du sud-ouest, notamment des Pays Basques. On retrouve donc ces Gaulois qui sont partis à l'autre bout du monde afin d'y vivre et se sont réfugiés dans le bastion de Saint-Pierre-et-Miquelon. Allez, on va voir tous ensemble comment ce territoire est devenu français. J'imagine que vous avez des éléments de réponse. Comment ce territoire, malgré les pertes territoriales du Québec, est resté français, alors que tout le Québec, lui, a été fourni sur un plateau en or aux Anglais. Et surtout, comment ce tout petit territoire, et c'est le sujet de cette vidéo, est devenu le plus grand trafiquant d'alcool de toute l'Amérique du Nord pendant la Prohibition. On va voir tout ça. Alors, si on remonte aux origines, ou surtout les origines européennes, bien évidemment, si vous voulez une vidéo sur l'histoire de ce territoire précolonial, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais si on remonte aux origines, la découverte officielle de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est attribuée donc au navigateur portugais Fagendes, arrivé le 21 octobre 1520. Toutefois, cette date pourrait ne pas marquer la véritable première rencontre européenne avec l'île. Il y a d'autres historiens qui avancent que Jean Cabot, navigateur génois au service de l'Angleterre, l'aurait aperçu dès 1497. Bon, ça commence bien, parce que il y en a qui disent c'est moi qui l'ai découvert en premier, il y en a d'autres qui disent non, c'est moi qui l'ai découvert il y a 20 ans, moi je l'ai découvert il y a 40 ans. Bon, les gars, va falloir vous coordonner. Alors d'autres mentionnent aussi l'explorateur florentin Giovanni de Verrazzano qui aurait croisé dans la région en 1524. Alors, tous ces individus l'ont soi-disant découvert, mais c'est Jacques Cartier qui, lors de son second voyage en 1536, reconnaît l'île et le surnomme donc le nom de Saint-Pierre. On est dès le XVIe siècle. L'archipel alors devient un point stratégique pour les pêcheurs venus de Normandie, de Bretagne et du Pays Basque. Je vous en ai parlé un petit peu au début. Les Basques en particulier y établissent les premières installations permanentes vers 1604. Donc ils reconnaissent un petit peu le chaud de leur région, on va dire les choses comme ça. Non, bien évidemment, je taquine. Outre la pêche, ils s'adonnent à la chasse à la baleine, notamment la baleine franche, surnommée baleine des Basques, mais aussi la baleine du Groenland et la baleine grise. Et quand ils parlent de baleines, bien évidemment, ils parlent des mammifères sous-marins, bien évidemment. Bon, ils adorent ça. Les origines régionales de ces pionniers se reflètent d'ailleurs dans les symboles présents sur le drapeau de l'archipel. Vous voyez sur la carte, ici, le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon, on retrouve le drapeau basque, les drapeaux des Hermines bretonnes et les lions normands. On traverse le temps, bien évidemment, toujours avec ma machine à voyager dans le temps magique pour se retrouver à l'ère des rivalités coloniales. On est au XVIIIe siècle. Les îles sont temporairement abandonnées suite au traité d'Utrecht de 1713, par lequel la France conserve un droit exclusif de pêche sur certaines côtes de Terre-Neuve, sans pour autant garder Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, c'est le premier divorce. Bon, va y avoir quand même les retrouvailles, il faut le dire. La France récupère néanmoins officiellement l'archipel avec le traité de Paris en 1763, donc il y a les retrouvailles. En 1778, durant la guerre d'indépendance américaine, les troupes britanniques de Nouvelle-Écosse attaquent l'archipel en déportant les habitants, dont certains Acadiens déjà victimes de l'exil de 1755. On en fera une vidéo si ça vous intéresse. Les Acadiens étaient très nombreux. Mais une fois encore, les îles sont restituées à la France grâce au traité de Versailles de 1783. Vous voyez donc, les îles sont perdues en 1713, puis retrouvées en 1763, donc les premières retrouvailles. En 1778, il y a un autre divorce. Et puis, finalement, il y a la réconciliation, enfin les retrouvailles surtout, en 1783. C'est surtout à cause des Britanniques qu'il y a un divorce. C'est eux qui dirigent les mers. Well.
La rétrocession définitive de Saint-Pierre et Miquelon à la France n'intervient qu'avec la Restauration sous le règne de Louis XVIII. Donc on le voit, il y a des passages, puis il y a des récupérations, il y a des pertes, il y a des récupérations. Napoléon, bien évidemment, ne récupérera rien du tout. Lui, Napoléon et la mer et les Anglais, ça fait couple à part, on peut dire des choses comme ça. Et donc tout ceci retourne en bonne et due forme sous Louis XVIII. Pendant cette période troublée, l'île de Miquelon voit sa population acadienne fuir vers les îles de la Madeleine, tandis que Saint-Pierre subit une attaque britannique en 1793, mettant fin à la jeune expérience républicaine locale. Donc bien évidemment, la Révolution française met à l'épreuve le vent de l'Atlantique, à la fin du XVIIIe siècle, alors que la Révolution française bouleverse l'ancien régime en métropole, ses échos traversent l'Atlantique jusqu'aux confins du golfe de Saint-Laurent. Dans ce territoire isolé et stratégique, Saint-Pierre et Miquelon devient malgré elle un pion dans la lutte d'influence entre les grandes puissances maritimes, tout en vivant un court épisode républicain qui prendra fin dans la violence. Situé à seulement quelques miles marins des côtes de Terre-Neuve, donc les côtes britanniques dirigées par la monarchie, l'archipel est une zone tampon entre l'Empire britannique et les intérêts français en Amérique du Nord. Saint-Pierre et Miquelon est une base essentielle pour la pêche à la morue. L'or blanc de l'époque attire depuis longtemps les pêcheurs basques, bretons, normands et aussi acadiens. Mais cette période est aussi marquée par une instabilité politique qui est inédite. La Révolution éclate en 1789. Les idées républicaines commencent à essaimer, même dans les colonies les plus reculées. À Saint-Pierre, une effervescence politique gagne les élites locales et les autorités de l'île. Cette île, qui pourtant est minuscule, se dote brièvement d'institutions républicaines inspirées par la France qui est en pleine mutation. C'est en pleine révolution, en pleine période de basculement. À Miquelon, la situation est particulièrement tendue. Comme vous le savez, il y a deux îles. L'île abrite une forte population acadienne, issue des grands déplacements forcés qui ont suivi la déportation de 1955, orchestrée par les Britanniques après la guerre de 7 ans. L'hostilité britannique envers tout ce qui ressemble à une implantation française les pousse à fuir une nouvelle fois. Cette fois, leur salut se trouve aux îles de la Madeleine, un autre archipel isolé du golfe de Saint-Laurent, qui, bien que sous contrôle britannique, offrait peu plus de stabilité qu'à l'époque. Ce nouvel exil vient s'ajouter à une longue série de déracinements pour le peuple acadien, toujours ballotté par des conflits impériaux. Donc, la marine britannique est vigilante, elle est aussi puissante, elle lance des offensives sur l'île. En quelques heures, Saint-Pierre est submergé, il faut le dire. Les troupes britanniques détruisent les bâtiments administratifs, confisquent les biens et mettent fin à l'éphémère expérience républicaine locale. Une bonne partie de la population est déportée, les symboles de la Révolution sont éradiqués et le territoire tombe dans un silence pesant. Saint-Pierre et Miquelon sera évacué, laissé à l'abandon pendant plusieurs années, avant d'être rétrocédé à la France dans le cadre du traité d'Amiens en 1802, pour être de nouveau repris puis restitué au gré des guerres napoléoniennes. Bon, c'est récupéré, vous le voyez bien. Donc cet épisode est souvent oublié dans les récits traditionnels de la Révolution française, tant le sort de cette petite terre semble anecdotique à l'échelle d'un vaste empire, et pourtant il résume à lui seul la brutalité des rivalités impériales, l'influence tentaculaire des événements métropolitains et la précarité des populations coloniales face aux soubresauts de l'histoire. Pour Saint-Pierre et Miquelon, donc, cette période marque une tentative d'émancipation politique, une tragédie humaine et le début d'un cycle d'occupation et une restitution qui se poursuivra jusqu'au XIXe siècle. Alors, avant de continuer, bien évidemment, je vais vous demander d'aimer, de partager, de commenter, ça va m'aider pour le référencement. De notre côté, on continue à découvrir cette île. Donc, malgré tous ces mélanges politiques, l'archipel attire des visiteurs. On retrouve le géographe Jean-Dominique Cassini qui y séjourne, suivi de 1791, il y a l'écrivain François-René de Chateaubriand qui évoque Saint-Pierre et Miquelon dans ses mémoires d'outre-tombe. D'autres figures comme le comte Arthur de Gobineau ou encore le docteur Albert Camellet étudient la vie dans cette colonie isolée, dernier vestige de l'ancienne Nouvelle-France. On monte un peu dans le temps, donc nous, ce qui va nous intéresser là, c'est le 19e siècle, une époque charnière de Saint-Pierre et Miquelon. Donc l'archipel connaît une période de prospérité principalement grâce à la pêche à la morue. En 1869, Saint-Pierre devient également un point de relais pour le câble téléphérique transatlantique reliant la France aux États-Unis via la presqu'île du Cap d'Hôte.
Bon, Atlas, là tu tournes autour du pot. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est que tu nous parles de trafiquants, d'Al Capone, le Al Capone français ou le Al Capone Saint-Pierrais, hein, le Al Capone basque, breton ou normand. C'est lui hein, que je veux que tu nous parles. Ou même sans parler d'un individu en particulier, je veux que tu nous parles des trafiquants d'alcool et même trafiquants d'autres stupéfiants, des Miquelonais et des Saint-Pierrais sur le territoire américain. Alors, ici, on s'attelle donc au milieu du XXe siècle, à l'époque de la prohibition des États-Unis. Période fascinante où Saint-Pierre et Miquelon s'est retrouvé au cœur d'un commerce aussi lucratif qu'inattendu, la contrebande d'alcool. Pour les amateurs d'histoire comme de spiritueux, cette anecdote est faite pour vous. Il faut l'admettre, hein, nombreux sont ceux qui peinent à situer Saint-Pierre et Miquelon sur une carte. Non, cette collectivité française d'outre-mer ne se trouve ni dans les Antilles ni dans l'océan Indien. Elle repose discrète à quelques encablures de Terre-Neuve dans le golfe de Saint-Laurent. Avant la prohibition, Saint-Pierre n'était qu'un modeste village de pêche, touché de plein fouet par la crise économique, port d'attache pour les bateaux de Saint-Malo et du Pays basque. L'île vivait au rythme des campagnes de pêche à la morue sur les bancs de terre neuve, une activité rude, souvent mortelle. Peu étaient les individus qui en revenaient vivants, ou en tout cas ils en revenaient amochés. Mais en 1920, tout se bouscule, tout change avec la promulgation du Volstead Act aux États-Unis. Donc ce Volstead Act interdit la production, la vente et la consommation d'alcool sur le sol américain. C'est alors que Saint-Pierre entre en scène. Dans un contexte où les alcools produits clandestinement sur le territoire américain sont de mauvaise qualité, voire toxiques, les propriétaires de Speakeasies cherchent à importer des boissons plus sûres. Un certain Billy McCoy, un New-Yorkais installé en Floride, saisit rapidement l'opportunité. Il acquiert une goélette, le Henry L. Marshall, pour transporter des alcools depuis les Bahamas jusqu'à la Floride avec la bénédiction silencieuse des douanes de Nassau. Mais après la saisie de son navire par des gardes-côtes et un refus d'entrer à Halifax, McCoy découvre l'existence d'un territoire français juste à côté du Canada, Saint-Pierre, grâce à un certain Folquet rencontré dans un hôtel de Nouvelle-Écosse. Il expédie son second bateau, la Tomoka Saint-Pierre, pour réparation et, bien évidemment, pourquoi pas des premières livraisons d'alcool. C'est ainsi que l'archipel devient une escale incontournable pour les contrebandiers. Donc là, vous l'avez compris, hein, les Américains ne connaissent pas bien les Amériques. Ils veulent faire donc leur contrebande à partir des Antilles. Hein, c'est que par là qu'ils imaginent qu'ils vont pouvoir le faire. Et donc ce certain McCoy là, et ce Bill McCoy, va découvrir hein, qu'il y a une île qui est sur le territoire nord-américain, à côté du Canada. Et c'est là qu'il va pouvoir faire son trafic de stupes, son trafic d'alcool. Alors très vite, hein, donc, je vous avais parlé de Nassau, hein, mais très vite Saint-Pierre supplante Nassau comme le hub de la contrebande d'alcool. L'activité s'organise, se structure et reste, contrairement à d'autres lieux, relativement pacifique. C'est l'avantage de ce genre de territoire nordique. Pourtant, un obstacle freine l'essor du commerce. Un décret français de 1919 interdit aux colonies d'importer de l'alcool étranger. Grâce aux pressions locales, ce décret est abrogé en 1922. On peut régler les problèmes et les lois. Les lois, ça se change très vite. Quand il y en a qui disent que les lois, ça ne se change pas, ou les lois, on peut rien y faire. Non, là, les lois, ça s'est changé en 2 temps 3 mouvements. Il y a une taxe symbolique est instaurée de 0,40 $ par caisse, bien inférieure aux 6 $ des Bahamas, ça plaît à tout le monde. C'est alors l'explosion. Les entrepôts débordent, il y a des distilleries canadiennes, écossaises et hollandaises qui ouvrent des représentations à Saint-Pierre, ils y stockent leurs caisses et ils organisent leur expédition vers les États-Unis. Toute l'île se reconvertit, ça devient une îlot narco-état, mais version alcool. Les pêcheurs deviennent des dockers, ils risquent plus la mort maintenant sur les territoires nordiques où ils ne risquent plus que leurs bateaux échouent dans des zones arides et difficiles à vivre. Les pêcheurs, là, ils en profitent. C'est la fiesta partout à travers Saint-Pierre. Les mecs qui s'enrichissent à peau de chagrin, on peut dire les choses comme ça. Ils deviennent des dockers, des manutentionnaires et même des transporteurs. Les goélettes se relaient au large des côtes américaines, stationnant dans les eaux internationales sur la fameuse Rum Row, là où les petits bateaux rapides viennent récupérer la cargaison et la faire passer clandestinement. Vous voyez comment,
en détaxant et en étant compétitif, une petite île peut devenir une île, quasiment un paradis fiscal en fait. Parmi les figures marquantes de cette époque, impossible de ne pas citer Henri Morazet. Vous allez me dire, c'est un vieux de la vieille. Eh ben non, à seulement 22 ans, ce sien Pierret décide de ne pas se contenter du rôle d'intermédiaire. Il organise l'ensemble de la chaîne logistique, approvisionnement direct en Europe et en Amérique du Sud, navires équipés de moteurs d'avions pour échapper aux patrouilles américaines et communication par radio. Alors le mec, il a trouvé le filon en fait. Il sait là où il veut bosser. Il a trouvé du travail. Il pousse même la sophistication jusqu'à rencontrer Al Capone à Chicago en 1926, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Ensemble, ils trouvent une solution au bruit des caisses de bois. Les bouteilles seront dorénavant conditionnées dans des sacs de jute garnis de paille, plus discrets et plus sûrs. Donc pour que vous compreniez bien, lors de la prohibition, soit en 14 années, cette prohibition offre à Saint-Pierre-et-Miquelon une opportunité économique inattendue. En tant que territoire français, l'archipel échappe au Volstead Act qui interdit l'alcool aux États-Unis. Rapidement, ça devient névralgique pour le trafic d'alcool. Vins français, les whiskies écossais et canadiens transitent clandestinement vers les côtes nord-américaines à bord de goélettes et de vedettes rapides, opérées par des Saint-Pierre. C'est l'époque donc qu'on appelle les bootleggers et rum runners. Dites-vous, il y a jusqu'à 300 000 caisses d'alcool qui transitent chaque année par l'archipel. Les marins de Terre-Neuve, partenaires dans le trafic, vidaient les caisses pour transférer les bouteilles donc dans les sacs, réutilisant ensuite le bois pour se chauffer et construire. Comme en témoigne par exemple la villa Coutipac, bâtie entièrement avec du bois de caisse de whisky. Dans les années 70, on trouvait encore des hangars recouverts de planches provenant de caisses de champagne et de spiritueux, c'est pour vous dire. Et dites-vous que lors des contrôles en mer par les gardes-côtes américains, les contrebandiers jetaient leur cargaison à la mer du côté opposé à l'approche des autorités. Les sacs coulaient immédiatement, effaçant toute trace. Certes, la marchandise était perdue, mais cela évitait l'arrestation. Ce risque faisait partie intégrante du commerce, justifiant les prix élevés pratiqués à l'arrivée. En parallèle, une production d'alcool contrefait émergeait, proposant une alternative moins chère, mais pas toujours de qualité. Bon, on le voit, il y avait de sacrés trafiquants à cette époque-là. Il y avait des personnes qui avaient des idées plein la tête. La fin de la prohibition en 1933, voulue par le président Roosevelt, met un terme brutal à cet âge d'or. Pourtant, le trafic ne disparaît pas entièrement. L'alcool continue de transiter par Saint-Pierre, désormais destiné à éviter les taxes canadiennes plutôt qu'américaines. En 1935, la France, sous pression des États-Unis, impose des règles douanières plus strictes. Henri Morazet, jamais à court d'idées, fait alors mouiller un navire géant, le Greta Cure, dans les eaux internationales, autour de l'île pour servir de base offshore au go-fast de l'époque. Ce génie du trafic finit par racheter les énormes stocks d'alcool invendus sur l'île. Même après 1933, la contrebande vers Terre-Neuve perdure, parfois jusqu'aux années 1940. Les Doris, donc les petites barques locales, continuent d'assurer des allers-retours nocturnes à travers le détroit. Morazet, lui, s'assagit, entre en politique et devint vice-président de l'Assemblée territoriale en 1947. Il sera même décoré de la Légion d'honneur en 1965, couronnement étonnant pour un ancien contrebandier devenu bâtisseur. Comme quoi, être trafiquant de drogue, ça paye, même au niveau de l'État. On le voit là, on voit dans cette explication, donc on comprend mieux aujourd'hui si jamais dans certains pays, en France ou ailleurs, il y a des contrebandiers ou il y a des individus loufoques qui sont au niveau de l'État. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo, la France est-elle devenue un narco-État? N'hésitez pas à aller la voir. Voilà un petit peu pour cette histoire étonnante. Alors, ensemble, on continue. Mais avant, je vais vous demander bien sûr d'aimer, de partager et de commenter la vidéo. Alors, l'histoire de la contrebande à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant la Prohibition reste l'une des périodes les plus fascinantes et méconnues, mais aussi une des périodes les plus prospères de l'île et l'une des périodes les plus étonnantes de l'histoire contemporaine française. Pendant plus d'une décennie, ce petit territoire qui était une île isolée a su tirer profit d'un contexte international pour transformer une économie déclinante en véritable ruée vers l'or liquide. L'argent coulait à flot là-bas.
L'ingéniosité des habitants, la discrétion des autorités et le sens des affaires de figures comme Henri Morazet ont fait de l'archipel un pivot stratégique de l'alcool illégal nord-américain. Aujourd'hui encore, cette période continue de hanter certaines mémoires locales. Des caves pleines de bouteilles oubliées, des récits familiaux épiques et une fierté discrète témoignant de cette ère où Saint-Pierre a vécu l'espace de quelques années au rythme effervescent des barriques, des voiliers et des murmures de la Rumrau. Si l'histoire officielle a longtemps minimisé ce chapitre, il est grand temps de lui redonner sa place, et justement en partageant cette vidéo au plus grand nombre. Celle d'un moment où d'une petite île française du bout du monde s'est trouvée au cœur d'un des trafics les plus emblématiques du XXe siècle. Bon bah écoutez, c'est ici que se conclut cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, bah bien sûr, dites-le moi en commentaire, en commentant bien évidemment, en aimant la vidéo. Vous pouvez aussi la partager donc sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à votre famille, à votre entourage. Ça sera avec plaisir qu'ils me donnent un avis sur mes vidéos. Vous pouvez également me laisser un don sur Tipeee. Vous pouvez me faire un don aussi sur YouTube. Et moi, de mon côté, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo haute qualité. Salut les amis!